Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette tranche. Ce matin, nous sommes dans la sous-région, dans l'Afrique subsaharienne. Les années 90, mesdames et messieurs, ont sonné, on peut le dire, l'heure des espoirs démocratiques. Mais 30 ans après, le vent aurait-il tourné? Le Mali, le Burkina, le Niger, des changements de régime s'opèrent sous le vent. Une question cruciale: assistons-nous à une remise en cause des acquis démocratiques entre les raisons sécuritaires évoquées, les nouvelles configurations politiques et les interrogations sur les pertinences des modèles importés? Une nouvelle carte se dessine aujourd'hui. Nous nous plongeons au cœur de ces différentes mutations. Quelles sont les profondes causes de ces changements? Quels en sont les résultats concrets sur la vie des populations et la stabilité régionale? Le Bénin fait-il figure d'exception? Et face à ces dynamiques, comment revitaliser les espoirs démocratiques? Notre interlocuteur du dimanche, Anan Hamzat Abdoulaye, il est consultant politique et géopolitique spécialisé dans les relations internationales et diplomatie. Il possède une solide expérience dans l'analyse des enjeux géopolitiques et la compréhension des différentes dynamiques politiques mondiales, ce qui explique d'ailleurs notre choix sur sa personne. Monsieur Abdoulaye, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans le fauteuil de l'entretien ce matin pour les échanges sur une question cruciale. Nous nous intéressons à ce qui se passe dans la sous-région Afrique subsaharienne. Que reste-t-il des espoirs démocratiques? C'est l'interrogation qui va meubler nos échanges ce matin. Alors, je vais vous poser la toute première question avec ce préalable. Et vous savez, ces dernières années, nous avons observé, vous l'avez certainement observé également, des changements de régime notables dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, un pouvoir sans fin, on peut le dire, et sans retour aux urnes. Voilà vers quoi le Mali se dirige, les partis politiques menacés de disparition: Assimi Goïta qui se maintient, le Mali, ensuite le Burkina Faso, puis le Niger. Vous, de votre position, comment analysez-vous ces évolutions? S'agit-il d'une remise en cause des acquis démocratiques des années 90? Alors, on peut l'analyser sur plusieurs facteurs, sous plusieurs facteurs, et je pense que le cas du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne sont pas des cas à isoler de tout ce qui se passe en Afrique subsaharienne. Vous savez, depuis les indépendances, parce que moi je remonte vraiment aux années 60, les États de l'Afrique subsaharienne ont hérité d'un État importé en réalité, de ce qu'on appelle un État importé en relations internationales et en sciences politiques. L'État importé, c'est un État qui avait tous les attributs de l'État-nation européen, c'est-à-dire un drapeau, c'est-à-dire l'hymne national, c'est-à-dire tout ce conformisme qu'il y a eu autour de l'État-nation européen a été donc attribué de facto aux États africains suite à l'indépendance. Était-il suffisamment prêt? Je pense que les années qui ont suivi ont donné réponse à cette question. Les États africains n'étaient pas suffisamment prêts, n'étaient pas suffisamment ancrés dans cette tradition dite démocratique, on pouvait encore le dire à l'époque. Et cela a laissé libre cours à des régimes militaires, autoritaires, qui ont basculé un peu dans les années 70 vers le marxisme-léninisme, et avec des chefs d'État qui voulaient forcément avoir une note anticoloniale en voulant beaucoup plus ancrer leur personnalité sur les institutions et même sur les populations. Donc cela a laissé libre à des contestations, à des séries de révoltes aussi dans les années 80. Et en 90, je pense que le renouveau démocratique qu'a d'ailleurs épousé le Bénin, a eu un impact considérable sur la sous-région. Et aujourd'hui, on peut dire que l'héritage qu'on a en termes de démocratie, en termes d'État, Oui. découle de ces deux étapes. L'étape de 1960 avec l'État importé et l'étape de 1990 avec le renouveau démocratique. Et on se rappelle de ce discours de la Baule où le président Mitterrand imposait aux Africains le choix
entre la démocratie avec la question de l'aide Aux pays africains? exactement Mm. à l'aide financière aux Africains ou euh, une autre démocratie qui pourrait donc ne pas bénéficier de cette aide Mm. à partir du moment où on n'épouse pas cette vision occidentale de ce qu'est la démocratie ou de ce que sont les élections. Et 35 ans plus tard, on Mm. constate que ça n'a toujours pas marché. Il n'y a toujours pas de développement. Il n'y a toujours pas il n'y a toujours pas une sorte de fin de l'insécurité alimentaire. Il n'y a toujours pas une fin de l'insécurité sociale. Et les institutions n'ont pas été renforcées tant plus que ça depuis 35 ans. Et on se demande aujourd'hui, est-ce que c'était le bon modèle? Je Donc, on pense que déchante en réalité, c'est ce que vous dites. On a absolument, c'est un déchanté. Mm. désenchantement qui s'est observé au fil des ans, c'est-à-dire le pouvoir attribué ou confié aux civils, si vous le voulez, euh, n'a pas vraiment eu un impact considérable sur le quotidien des citoyens, sur le quotidien Mais à des... cause de qui? D'autant plus que ce sont des acteurs qui animent Oui, le système. à cause de qui, je pense que les parts ou responsabilités sont partagées. Mhm. Premièrement, on peut euh, désigner du doigt les acteurs politiques, parce que Mhm. ce sont les acteurs politiques qui détenaient la clé de ces paradigmes politiques, sociaux, économiques et de tout ce qui s'ensuit. Et ils avaient la responsabilité également de mettre en place des institutions fortes. Mm. Ils avaient la responsabilité de faire parvenir ces États, de faire parvenir les États africains à ce niveau de développement espéré et escompté. Et vous allez le constater, le cas des États asiatiques qui étaient dans le même cas de figure dans les années 90, Mm. aujourd'hui ont prospéré, ont atteint certains stades économiques et sont plus ou moins respectés dans les échanges internationaux. Donc, je pense que aujourd'hui, la faillite révèle, enfin, la faillite est d'abord euh, la responsabilité des acteurs politiques de 90 à aujourd'hui qui n'ont pas vraiment Mm. su construire des États forts, qui n'ont pas su véritablement répondre aux enjeux principaux qui étaient de mise. Et je pense que ça n'a pas pour autant changé aujourd'hui. Et deuxièmement, on peut aussi indexer cette main invisible de l'extérieur, parce que ça, d'une certaine façon, ça profitait à cette main invisible de l'extérieur que l'Afrique ne s'institutionnalise pas, enfin, qu'il y a une sorte de multitude de partis politiques Mm. sans pour autant se concentrer sur les principaux enjeux. Et je pense que cette main invisible étrangère, extérieure, a joué un rôle considérable aussi, parce que dans la mesure où ces acteurs politiques cherchaient une sorte de Mm. légitimité et de légitimation Mm. auprès de ces anciennes colonies, ou de ces anciens pays colonisateurs. Mm. Et ça a vraiment accentué la note auprès des citoyens aujourd'hui. Et quand vous prenez le cas du Mali, Mm. du Niger, du Burkina Faso, il y a un rejet systématique de l'étranger, de l'extérieur, de cet acteur ancien colonisateur qui avait la même mise, on va dire d'une certaine façon, sur plusieurs aspects de l'État, de la gestion de l'État, de la gestion de N'est-ce la pas, cet politique. acteur justement n'intervient-il pas beaucoup plus dans les relations économiques plutôt que politiques? C'est plus économique que Je politique. pense que c'est un tout en réalité. Mm. L'implication de l'acteur étranger, c'est d'abord au niveau de la construction de l'État. Quand il n'y a pas d'élection digne de ce nom, c'est cet acteur souvent qui élève la voix, qui dénonce des Ouais. élections truquées, qui montre en quelque sorte ce qu'est une bonne démocratie, je vais dire, ramène les États africains à un niveau d'infantilisation, Bon, en quelque sorte. infantilisation, n'est-ce pas un peu trop dit, puisque on apprend justement de ceux-là Oui, mais qui vous allez vous rendre pratiquent, compte qu'on n'est-ce ne, pas, à un moment donné qu'on les cède un peu trop, qu'on usurpe un peu trop on le n'apprend pouvoir. pas pendant 65 ans. Vous allez être d'accord avec moi. Bien sûr. L'apprentissage, c'est pour un temps. Après, quand vous estimez que les États sont indépendants, allez, il faut leur laisser
l'autonomie, il faut pouvoir leur permettre eux-mêmes d'expérimenter leur propre modèle social, leur propre modèle de développement. Et je citais tout à l'heure l'exemple asiatique, mais je peux aussi préciser en disant que le cas chinois, par exemple, sous Mao, a prouvé que les États, une fois qu'ils sont autonomes, peuvent épouser des modèles de développement qui leur sont propres à travers leur histoire, à travers leur culture. Et aujourd'hui, on peut constater effectivement que la Chine est devenue une puissance économique qui rivalise avec les États-Unis. Et ce n'est pas que ça. La Chine est devenue un modèle de développement que plusieurs États aujourd'hui veulent copier. Donc, c'est pour dire que le modèle imposé par cette main étrangère, par cette main externe, a d'une certaine façon dilué la souveraineté, a d'une certaine façon ralenti le progrès, le véritable progrès vers une économie autonome qui puisse permettre véritablement aux États africains d'accéder à la réelle indépendance. Et qu'est-ce que c'est la réelle indépendance? C'est le pouvoir de s'assumer, c'est le pouvoir d'assumer librement ses choix, de pouvoir désigner soi-même le type de partenariat et le type de partenaire vers qui aller. Donc, je pense que ça a posé problème pendant longtemps et aujourd'hui, c'est une remise en question de l'ensemble de tous ces paradigmes qui est posé. Dû à de l'impréparation dans un nouveau système. Oui, on peut dire dû et à la fois à l'impréparation, mais à la fois à l'imposition d'un système qui n'épouse pas en réalité les réalités africaines. Alors, ce n'est pas propre à tous les États. Il y a des États, comme vous l'avez dit dans votre introduction, qui résistent mieux, qui font du mieux en réalité dans ce capharnaüm politique, géopolitique qu'on observe en Afrique subsaharienne et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Donc, je peux citer le cas du Bénin, le cas du Sénégal aussi, qui ne sont pas en soi des exceptions. On ne peut pas dire qu'ils sont forcément à l'abri de tout ce qui se passe. Le Sénégal qui a failli également sombrer à un moment donné sous Macky Sall. Oui, en réalité, le Sénégal aussi a aspiré à un changement radical, aspirait à un changement radical. Et aujourd'hui, avec le nouveau président et son premier ministre, je pense que c'est un changement radical qui est en train de s'opérer. Mais c'est beaucoup plus soft parce qu'à la tête de l'État, il n'y a pas de militaire. À la tête de l'État, il y a des gens qui ont pensé un modèle de développement, qui ont pensé un modèle de programme d'action gouvernementale qui peut être observé à travers, enfin, dans 5 ou 10 ans. Donc, je pense que c'est beaucoup plus soft, mais la finalité sera la même, c'est-à-dire une rupture avec le traditionnel ou le traditionnalisme politique observé durant plusieurs années qui obligeait peut-être le Sénégal à ne pas avoir d'autre choix de partenaires qu'un seul, ou que deux, ou que trois, qui proviennent du monde occidental. Donc, aujourd'hui, le Sénégal veut définitivement rompre avec ce paradigme et même aller vers d'autres options, vers d'autres horizons de partenariat économique à travers ce lien avec l'Inde, avec la Turquie, avec la Chine et bien d'autres États aujourd'hui qui consolident cette vision qu'il faut véritablement diversifier les partenariats si on veut véritablement atteindre un certain niveau, un certain développement en matière économique et financière. Que de la vie des peuples africains dans la sous-région, n'est-ce pas justement un nouveau paradigme comme vous le prétendez tout à l'heure, surtout pour ces populations-là qui assistent, on va dire, à ces mouvements, à ces changements de système de gouvernance, etc., qui finalement ne s'y retrouveront plus. Alors, cette question, elle est très complexe parce que les citoyens sont des acteurs clés au sein du changement de régime. C'est véritablement peut-être des acteurs silencieux, mais c'est des acteurs clés qui sont le socle de tout changement en réalité. Il n'y a pas de changement de régime sans l'implication active des citoyens d'un État. Je le dis parce que ils ont beau certes, les citoyens ont beau certes être écartés, surtout dans ces États, quand il s'agit de savoir est-ce que
il faut passer à un régime ou à un autre, est-ce qu'il faut mettre à la tête des États des militaires, etc. Je pense que les citoyens ont été plus ou moins écartés parce que on ne les a pas consultés forcément. Il n'y a pas eu de référendum dans ces États, par exemple, pour les consulter. Mais il y a aussi quelque chose Mais par contre, au qui Mali, il se y en a remarque. eu, sauf erreur de ma part, au Mali, il y a eu quand même le Bien sûr, référendum. Mais qu'est-ce bien qu'on en sûr, a fait? un semblant de référendum qui ne s'est pas étendu à tous les Maliens, parce qu'il faut rappeler que le contexte géographique et géopolitique du Mali fait en sorte que le Mali a perdu une bonne partie de son territoire. Alors aujourd'hui, l'État est en train d'aller vers une sorte de reconquête des territoires perdus, mais il faut rappeler ce contexte précis, c'est que tous les acteurs maliens n'ont pas été impliqués dans ce référendum. Mais je généralise en Bien sûr. disant les acteurs, les Les citoyens citoyens, surtout, ouais. n'ont pas été impliqués dans ce choix. Mais on peut aussi dire que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été impliqués qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à ce qui se passe, parce que de 60 à 2020, vous allez constater, les citoyens africains continuent de rechercher un lendemain meilleur. Leur quotidien ne s'est pas amélioré et euh, les élections, les multiples élections qu'il y a eu à travers les années n'ont pas apporté ce plus espéré. Il y a eu énormément de promesses du côté des civils, du côté des politiciens, mais une fois que les civils ont eu le pouvoir, qu'est-ce qui s'en est suivi? La corruption ne s'est pas arrêtée, le népotisme ne s'est pas arrêté, la gabegie financière également n'a pas cessé, et l'insécurité alimentaire est restée un problème de tous les instants. À cela s'est ajouté aujourd'hui la question du terrorisme qui crée de graves problèmes. Donc, vous allez constater que de 60 à 2020, les États qui ont eu à la tête, les États de l'Afrique subsaharienne qui ont eu à la tête des chefs d'État élus dans les urnes, n'ont pas réglé définitivement toutes ces questions. Et ça pose un problème fondamental. Est-ce que c'est une absence de volonté majeure des acteurs politiques ou c'est une façon de fermer les yeux par rapport à ce qui se passe afin de consolider son pouvoir à la tête de l'État? Mais tout ceci aujourd'hui fait en sorte que les citoyens en ont eu marre à un moment et soit se sont tus, soit se sont ralliés à ces changements de régime. Et je pense que les années qui arrivent vont être des années décisives par rapport à la suite, parce que ce n'est pas parce qu'un militaire est à la tête d'un État que ce sera mieux, mais il faudrait qu'il y ait des programmes ou des stratégies majeures qui puissent être axées sur la fin de l'insécurité alimentaire, sur la fin de la corruption, sur une meilleure gestion de l'État et surtout des stratégies pérennes pour faire en sorte que la question du terrorisme puisse être reléguée. Justement, la question du terrorisme qui semble le bon prétexte aujourd'hui pour s'éterniser, les militaires justement qui viennent au pouvoir reprochent aux acteurs politiques de ne pas rester dans la ligne démocratique. Vous l'avez dit, tout ce qui se passe là, c'est une remise en cause du système démocratique dû à une certaine impropriation et beaucoup d'autres éléments que vous venez de rappeler. Mais ceux qui ont voulu rompre avec un système qu'ils estiment un peu trop pesant, qu'est-ce qu'ils font réellement? Est-ce que les actions sont différentes de ce qu'ils reprochaient à ces acteurs politiques dans un système difficile à appliquer, mais assez compréhensible du point de vue de l'application ailleurs? Alors aujourd'hui, ce sera difficile de faire un bilan parce que le régime malien, c'est le régime le plus ancien dans ce contexte bien précis, c'est-à-dire renversement de l'État par un coup d'État militaire, arrivée au pouvoir des militaires. Et je pense que ils ont besoin de temps forcément pour faire quelque chose. Jusqu'à menacer les partis politiques aujourd'hui Exactement. Exact. Et de ça, suspension. c'est Vers quoi on s'en va? C'est une vision un peu mortifère des militaires au pouvoir en réalité. Moi, je pense que le temps, ils en ont besoin. Un militaire, une fois parvenu au pouvoir, n'a pas pour priorité forcément de régler la question de l'insécurité alimentaire. Sa priorité, c'est consolider son pouvoir d'abord, d'éviter toutes les menaces intérieures et même extérieures.
quand vous observez ces multiples régimes, enfin, de l'AES, ils ont pris peut-être 2, 3 ans pour régler ces questions à l'interne, en réalité. Empêcher les coups d'État militaires, euh, renforcer la sécurité et imposer, je vais dire, les militaires à tout le monde. Mais les autres questions liées au développement, liées aux infrastructures, liées à régler définitivement la Est-ce que question de ces pays vont l'insécurité. mieux aujourd'hui après ces coups de force? Alors ça Ça dépend, sera pas affirmatif, hein, cette réponse. ça dépend enfin, quand vous dites est-ce qu'ils vont mieux, ça dépend de quelle façon on les observe, ça dépend de quelle façon on les regarde. Ils vont pas forcément mieux qu'il y a 5 ans, c'est certain. On peut se le dire. Moi, j'étais au Burkina, j'étais à Ouaga il y a quelques mois et je n'ai pas trouvé une amélioration considérable par rapport à il y a 5 ans, par rapport à il y a 4 ans. Mais c'est un travail de longue haleine. Si ils ont fait ce choix, j'estime que c'est un choix souverain, même si les peuples à un certain niveau n'ont pas été Ils n'ont pas consultés. eu voix au chapitre. Exactement, mais je pense que tout État est souverain avant tout et a la possibilité donc de faire ce qu'il y a lieu de faire sur un laps de temps donné. Et je pense que euh, si on leur laisse le temps, on va pouvoir les juger. Alors, on n'est pas des juges pour juger quiconque, mais je pense que dès qu'ils ont fait ce choix, qui est un choix souverain, ils seront responsables du bilan comptable de ce qui est fait ou de ce qui ne sera pas fait. Ils seront les seuls responsables. Ça, c'est une certitude. Mais l'autre chose qu'il faut remarquer, c'est que leur façon de gouverner est une façon différente. Ce n'est plus une gouvernance horizontale, ça devient une gouvernance verticale. Ils ne se, allez, on va le dire, ils ne sont pas obligés d'être contrecarrés par les autres institutions, notamment les institutions de contre-pouvoir. Aujourd'hui, beaucoup le disent, même au sein d'États démocratiques, les institutions de contre-pouvoir peut-être sont un ralentisseur notable pour atteindre certains objectifs liés à la gouvernance. Ça s'observe. Le cas chinois, par exemple, le démontre. Il n'y a pas véritablement une institution de contre-pouvoir qui puisse dire, qui puisse marquer ou qui puisse ralentir ou dénoncer d'ailleurs ce que le gouvernement fait de mauvais, en quelque sorte. Et aujourd'hui, on peut dire, ça a profité à un État comme la Chine d'émerger, d'être un État qui rivalise avec les États-Unis sur le plan économique et de pouvoir librement placer ses pions sur le plan géopolitique. Mais est-ce que cet argument est aussi valable pour les États de l'Afrique subsaharienne? C'est toute la question qu'il faut se poser, parce que ce n'est pas les mêmes histoires, ce n'est pas les mêmes cultures, ce n'est pas les mêmes réalités, et je trouve que c'est les années véritablement qui arrivent qui serviront de baromètre vis-à-vis de ces régimes. La question aujourd'hui aussi est de savoir est-ce qu'ils auront la liberté de pouvoir librement, permettez donc la tautologie, de pouvoir librement atteindre leurs objectifs avec leurs propres méthodes. Mais déjà, au Burkina Faso, je pense bien, il y a déjà, comme on dit, des bruits de bottes. À chaque fois, on essaie de repousser justement un nouveau coup d'État. Ça veut dire que c'est pas forcément les attentes qui sont comblées. Puisque le terrorisme qui est le prétexte, comme on l'a dit, n'en finit pas. Exactement. Le terrorisme ne peut pas finir. Soit rassurez-vous, ce n'est pas la démocratie qui mettra fin au terrorisme, ce n'est pas non plus un militaire au pouvoir qui va mettre fin au terrorisme. Pour mettre fin au terrorisme, il faut une synergie commune parce que la déflagration qu'il y a eu en Libye, personne ne s'y attendait. Personne n'a pensé stratégie au niveau des États de l'Afrique subsaharienne par rapport aux impacts que cela pourrait avoir directement sur leur propre État, sur leurs propres citoyens. Et ce n'est pas anodin. J'estimais tout à l'heure au début de l'émission que tout est parti de 1960. L'héritage de cet État importé avec une carte, avec une géographie, avec une hymne nationale et tout, l'ensemble n'a pas permis aux acteurs politiques de réfléchir à sécuriser les frontières, par exemple, n'a pas permis aux acteurs politiques de s'intéresser à ces régions nord,
à ces confins nord, pour penser sécurité, pour penser ancrer les institutions, même dans ces régions. Quand on parle de la disparition de l'État, c'est une question qui demeure encore d'actualité. Je pense que de 60 à 2020, les acteurs politiques n'ont pas véritablement vu le danger qui pouvait subvenir à tout moment en réalité. Et je pense que la question nébuleuse du terrorisme n'a fait que renforcer ce vide-là, ce vide observé à travers ces États qui n'existent littéralement pas dans certaines régions. Et il n'y a pas d'école, il n'y a pas de structure sociale, il n'y a pas de plan économique digne de ce nom. Observez d'ailleurs, avant on parlait de jeunes qui immigraient du nord vers le sud, en réalité, parce que les infrastructures... Exactement, on parlait des zones rurales. Il y a 10 ans encore, on parlait des zones rurales, mais... Même 20 ans, il y a 20 ans, 20 ans. Maintenant, il y a 10 ans, c'est plutôt... Remarquez, on ne parle plus des zones rurales. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais où vont alors ces jeunes? À la mer. Soit à la mer comme option, soit vers le terrorisme également comme option, parce que ces organisations terroristes proposent des rémunérations meilleures, proposent une sortie, une porte de sortie à ces jeunes qui n'ont pas d'issue en réalité. Quand bien même ils viennent au sud, quand bien même ils viennent dans ces villes qui ont cette chance d'être plus dotés d'infrastructures, dotés d'entreprises ou d'industries, eh bien, ils n'ont pas de chance parce que n'ayant pas de qualification. Un jeune qui quitte les régions confins du Nord ou du Sahel et qui vient vers le Sud, déjà, il n'a pas de diplôme parce qu'il y a combien d'universités dans ces régions? L'État, au fond, depuis 60, n'a jamais pensé mettre en place des structures d'éducation dignes de ce nom, des structures institutionnelles, mettre en place véritablement un contrôle régalien au sein de ces régions. Donc, le terrorisme n'est qu'un paramètre qui a accéléré le problème en réalité. Et je trouve qu'il est temps que les États réfléchissent à des solutions pérennes pour que justement on ne soit pas face à des États qu'on appelle États faillis, c'est-à-dire dotés de tout l'arsenal politique, judiciaire et juridique, mais qui au fond n'ont pas réussi à consolider, à ne pas réussir à faire en sorte que la mainmise de l'État puisse s'étendre à ces régions. Et ça pose un véritable problème. Alors, comment caractérisez-vous en tant qu'analyste géopolitique la nature, je veux dire, de ces régimes qui sont installés à la suite justement de ces changements? La démocratie qu'on ne comprend peut-être plus et qui est peut-être mauvaise. Aujourd'hui, des régimes qui s'installent, on ne comprend pas la nature. On prend par exemple le cas du Togo aussi, qui est dans une 5e république, un nouveau système de choix de l'exécutif avec un nouveau président, mais qui ne gouverne pas au détriment du président du Conseil des ministres. Analyse de tout ceci, comment vous caractérisez de votre position ces nouveaux régimes, M. Abdoulaye? Bon, déjà, il faut signaler une chose importante, c'est que nous sommes face à une démocratie qui est en crise. Pas que en Afrique, mais dans le monde, dans son ensemble. Quand vous allez aux États-Unis, il y a le retour du conservatisme, du nationalisme, du rejet de l'autre. Bon, nationalisme n'est pas toujours mauvais non plus. Alors, le nationalisme est toujours mauvais parce qu'il faut se référer aux années 39-45 pour comprendre que le nationalisme nazi, par exemple, a d'une certaine façon eu un impact considérable sur ce que c'est que le nationalisme. Là, vous prenez le goût de l'excès. Alors, le nationalisme, c'est toujours l'excès. Le nationalisme, c'est un repli sur soi qui systématiquement fait en sorte que l'autre est rejeté. Il n'y a pas d'autre possibilité au sein d'un nationalisme. Il n'y a pas de nationalisme modéré. Il n'y a pas de nationalisme qui laisse libre cours au libéralisme. Ça n'existe nulle part. Mais le retour du nationalisme dans le monde, c'est un symbole inquiétant. D'abord, ça a commencé en Europe. Une Europe qui était une Europe dite ouverte, qui de plus en plus se renferme, qui ne comprend pas les enjeux, par exemple, de l'immigration, qui rejette systématiquement l'autre et qui désigne l'autre aussi comme étant le problème. Quand ce n'est pas le chinois, c'est que c'est l'américain ou c'est l'immigré, en quelque sorte.
Et je disais que la démocratie est en Bien avant, crise. mais est-ce que c'est pas une sorte de nationalisme qu'on prônait avec les Sankara, les Nkrumah à l'africaine? Alors, à l'africaine, c'est encore un autre type de nationalisme. Je suis d'accord avec vous. Les pères fondateurs du Mm. panafricanisme, Kwame Nkrumah, Nnamdi Azikiwe, étaient plus des nationalistes plus que des panafricanistes. Ils étaient plus nationalistes parce qu'ils estimaient que si ils obtenait l'indépendance dans ce contexte colonial, eh bien, il serait piégé. Je ne fais que citer Kwame Nkrumah qui disait, si nous obtenons l'indépendance Mm. dans ce contexte précis, eh bien, nous allons nous retrouver piégés. Et Nnamdi Azikiwe était beaucoup plus un nationaliste plus qu'un panafricaniste. Et l'objectif à l'époque, c'était de trouver le juste milieu entre l'héritage colonial Mm. et une vision panafricaine qui pouvait rassembler tout le monde. Mais après, je pense que les États se sont plus ou moins égarés de l'objectif même de ces pères fondateurs. Mais je trouve qu'il faut séparer les choses, Mm. c'est-à-dire le nationalisme aujourd'hui, tel qu'il revient, c'est véritablement un repli sur soi. D'accord. C'est un repli sur soi qui ne permet pas à ce que l'autre puisse véritablement avoir une place. Et je pense véritablement que à partir du moment où un nationalisme émerge, c'est que la démocratie est en crise. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est l'ouverture. La démocratie, c'est de permettre, même si au fond c'est un système, la démocratie avant tout, c'est une ouverture vers Mhm. les autres. Et quand vous prenez les États-Unis aujourd'hui de Donald Trump, il y a certes eu une élection qui ne souffre d'aucune contestation, mais derrière, vous avez un homme qui veut avoir plus d'influence que les institutions. C'est un problème. Vous avez un homme qui veut se replier au nom d'un nationalisme que voudraient ses électeurs. Et ça, c'est un problème. Et face à tous ces enjeux mondiaux, aujourd'hui, cette Union européenne qui se replie sur elle-même, des États-Unis qui sont en train de rompre littéralement avec leurs alliés historiques comme l'Union européenne justement, et qui amorce une sorte de guerre commerciale avec la Chine ou Mhm. avec le monde dans son ensemble, remet à la surface la question de ce nationalisme. Le nationalisme, le repli sur soi, ce n'est pas forcément l'aboutissement de tout le travail qui a été fait depuis plusieurs décennies Mhm. aujourd'hui. Et je pense que c'est un recul net vis-à-vis de cette mondialisation qu'on a longtemps mise en avant comme Mm. étant le modèle à épouser pour y arriver. Aujourd'hui, tout ceci est remis en question parce que la démocratie souffre de cette crise à l'extérieur et même aujourd'hui à l'intérieur. À l'intérieur, Mm. il n'y a pas véritablement d'institutions fortes qui puissent porter cette démocratie. Et aujourd'hui, on ne pourra faire que constater les dégâts autour de cette faiblesse des institutions qui, d'une certaine façon, a ouvert la voie à ces régimes autoritaires parce que justement, Donc, c'est les comme ça, civils, vous voulez oui, vous caractériser la nature de ces régimes, des régimes oui, autoritaires. c'est des régimes autoritaires. Parce que le propre d'un régime autoritaire, c'est de ne pas laisser libre cours à la contestation. Il n'y a pas de contestation. Il n'y a pas de parti politique qui puisse porter la voix de la contestation. Il n'y a pas de débat politique. Aujourd'hui, les débats politiques dans ces États c'est relégué quasiment en cinquième ou en sixième division, si je peux me le permettre. Mais est-ce qu'il est dit, bon, question qui revient souvent, est-ce qu'il est dit qu'en démocratie, il doit systématiquement avoir des contestations quand, quand bien même les tests que les peuples démocratiques se sont donnés fonctionnent normalement? Bien sûr, la démocratie, c'est de pouvoir permettre à l'autre de dire ce qu'il pense comme il le veut et surtout quand il le décide, Mhm. sans pour autant s'inquiéter de, de sa liberté, sans pour autant s'inquiéter de son sort après avoir dit ses propos. C'est ça la démocratie, c'est ça l'essence de la démocratie. Alors, est-ce que cette démocratie que j'estime être importée, est-ce que ce modèle de démocratie nous a fait prospérer ou avancer tant que ça? Je pense qu'il faut aussi faire la nuance. Ce n'est pas parce que la démocratie est le système
qui se rapproche du meilleur, parce que ce n'est pas le meilleur, on doit être sur cette question. Est-ce parce que cette démocratie se rapproche du système qui est meilleur qu'il ne faut pas pour autant tirer sur ses insuffisances? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est cette insuffisance, c'est ces insuffisances multiples qui ont renforcé l'idée que la démocratie n'était pas le meilleur système à épouser. Et je pense que ces régimes autoritaires ne vont plus basculer vers cette démocratie, c'est-à-dire cette démocratie qui permettait la liberté d'expression, qui permettait l'organisation d'élections, qui permettait à ce que les citoyens puissent choisir librement leurs dirigeants. Je pense qu'ils ne vont plus vouloir revenir en arrière, mais le temps va nous dire, est-ce que l'objectif, parce que le principe, c'est que les citoyens puissent véritablement s'épanouir, puissent définitivement être loin de l'insécurité alimentaire. Une fois ces questions réglées, je pense que on va moins les flageller. Mais le temps, comme je le dis, est le baromètre essentiel pour pouvoir juger ces régimes. À la lecture de tout cela, de tout ce que nous venons de dire, n'avez-vous pas l'impression également que ce qui a amené à cette crise, ou bien en tout cas l'aboutissement de cette crise, avec l'aboutissement de cette crise, eh bien ces pays naviguent quelque peu à vue. Oui, on peut le dire ainsi. Alors, le choix du Togo, j'allais revenir là-dessus par rapport à cette nouvelle république qui, enfin, dans le fond, il n'y a pas un changement notable qu'on observe au Togo. C'est-à-dire, vous avez un chef ou un ancien chef de l'État qui est devenu un président du Conseil des ministres. Donc, un changement de fauteuil en réalité, un fauteuil plus confortable et peut-être moins visible, parce qu'on estime qu'il est le président du Conseil des ministres, on n'a pas l'impression que c'est la première autorité, la première figure du pays. Or, c'est bien le cas. Il détient entre ses mains tout le pouvoir exécutif. Les partis politiques lui sont soumis. Sinon, je pense que le seul parti politique à l'Assemblée nationale qui a une majorité écrasante détient en réalité le lead du débat politique. Et quand c'est le cas, je pense qu'on se rapproche du parti unique. Donc, vous voyez, ce n'est peut-être pas plus vraiment un régime autoritaire. Alors, ce n'est pas un parti, c'est pas un système du parti unique, mais on n'en est pas du tout loin. Dans le fond, on n'en est pas loin. On a au sein de l'Assemblée un parti qui domine le débat. Et cette nouvelle république renforce. N'est-ce pas justement ça, la démocratie, la majorité? Alors, c'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal parce que il n'y aura plus d'élection au suffrage universel direct du dirigeant de l'État. C'est un problème. Parce que la démocratie, alors, les régimes varient. Quand on prend les régimes parlementaires, parfois, l'élection des dirigeants n'est pas au suffrage universel direct. Mais, en amont, c'est parce que les institutions sont fortes. En amont, c'est parce que les partis politiques sont suffisamment organisés afin de pouvoir décider qui peut être le dirigeant de l'État ou qui peut avoir le lead de diriger l'État à un moment ou à un autre. Là vous l'avez traité d'immature. Bien sûr, on peut le dire. Bien sûr, on peut le dire. Absolument. Parce que les États africains, j'insiste là-dessus, ne se sont pas concentrés sur la force des institutions. Et c'est un problème qu'on observe à travers les époques. Si vous avez des institutions fortes, c'est que vous avez des partis politiques très forts. C'est que en 2025, au 21e siècle, on ne va plus parler de faiblesse des partis politiques. On ne doit plus parler de réforme du système partisan. On ne doit plus parler de renforcer les partis politiques ou de les constituer en de grands ensembles politiques. Vous allez l'observer. Aujourd'hui, c'est le débat qui a lieu au sein des instances politiques, au sein des États dits démocratiques. Parce que justement, de 60 à 2020, il n'y a pas eu ce débat. S'il y avait eu ce débat, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, les partis sont très faibles. Au Togo, il faut insister là-dessus. Est-ce que les partis de l'opposition peuvent aujourd'hui se constituer en une véritable institution? Telle est la question. Est-ce qu'ils peuvent en peu de temps servir d'opposition ou de voix de proposition digne de ce nom? Je ne le pense pas. Et je trouve aujourd'hui que même si le régime présidentiel n'était pas
le régime qui était le plus favorable à des États africains dits émergents vers des États qui pourraient être développés, d'une certaine façon, le régime parlementaire ne va pas régler la question. Là, vous êtes Ce n'est pas, péremptoire. absolument, ce n'est pas en passant du régime présidentiel vers le régime parlementaire que du jour au lendemain les choses vont changer. Tant qu'on ne se concentre pas sur les institutions, tant qu'on ne se concentre pas sur des priorités auxquelles font face les citoyens, notamment les multiples insécurités que j'ai soulignées, l'insécurité alimentaire, l'insécurité économique, l'insécurité politique et même En tout cas, les l'insécurité besoins de sociale, population, eh le bien, troisième premier ce de population. sera un serpent qui va se mordre la queue à chaque instant. Et le cas du Togo va servir d'exemple parce que vous allez le constater, c'est les mêmes personnes qui sont à la tête des institutions. Alors, il y a un président de la République qui est un président de la République cosmétique qui n'a aucun pouvoir. Sous d'autres cieux, c'est peut-être un vice-président aussi ou un premier ministre, mais qui n'a aucun pouvoir. C'est toujours la même chose qui se répète finalement. Donc moi, je le dis et je l'assume, le Togo est resté un régime autoritaire, peut-être bontain, qui arrive à mettre en exergue ou surtout à mettre en avant les tests et rien que les tests, parce que s'il y a eu ce changement de république, c'est parce que les tests le permettaient. Mais n'oublions pas une chose, c'est que l'histoire du Togo est profondément ancrée avec une seule famille. Et ça n'a pas changé. Les tests de la 4e République, c'était sous l'égide de qui? Posons-nous les questions. Et aujourd'hui, cette 5e République, c'est sous l'égide de qui? Posons-nous alors les bonnes questions. Mais fondamentalement, je pense que ces multiples changements de régime qu'on observe à travers l'Afrique subsaharienne montrent clairement que la démocratie est en crise et qu'il va falloir refonder ou repenser cette démocratie ou mieux l'adapter à nos réalités Justement, historiques. je m'attendais à celle-là, mais c'est souvent ce que les analystes, les observateurs disent. La démocratie importée n'est pas conforme à nos contextes, il faut l'adapter, n'est-ce pas? Peut-être que c'est le revers de la médaille ou l'envers du n'est-ce pas dans l'adaptation ou vers l'adaptation que ces États-là s'acheminent en faisant ces genres de choix, expérimenter un nouveau pour voir si ça nous va mieux. Je pense que l'expérimentation qui est en train d'être faite, surtout au niveau du Togo, c'est une expérimentation qui vient d'ailleurs. Moi, je fais le comparatif. Sur le continent, il n'y a pas d'exemple d'ailleurs. On va pas réinventer non plus là-haut. Du tout pas. Moi, je vois plutôt le système de la 3e ou de la 4e République en France dans les années 30, ou avant l'arrivée du général de Gaulle avec son référendum. Je pense fondamentalement que c'est le même système. Et ce système a souffert parce qu'il y avait une multitude de partis politiques qui, alors là, à l'époque, enfin, lors de la 3e, de la 4e République, les partis politiques avaient vraiment la liberté de dire ce qu'ils pensaient. Il y avait des élections dignes de ce nom. Et c'est ces partis politiques, une fois parvenus à l'Assemblée, qui désignaient le président du Conseil. Il y avait ce président du Conseil. Et il y avait ce président de la République qui n'avait pas forcément une force politique sur les partis politiques ou sur le paysage politique. Mais ce régime n'a pas marché. Parce que c'est de ce régime qu'a découlé la 5e République avec la présence d'un président plus fort, en l'occurrence le président de Gaulle, le général de Gaulle à l'époque, un président plus fort parce que l'ancienne République n'a pas répondu aux questions auxquelles les citoyens se posent, enfin les questions que se posaient les citoyens à l'époque. Et je pense que c'est ce vide auquel a adhéré en réalité le Togo. Mais différents contextes, c'est certain, les contextes sont différents parce que ici, il n'y a pas une multitude de partis politiques structurés, capables d'organiser le débat et capables de déstructurer l'essence même de cette 5e République. Mais ça peut arriver. Et c'est ce qui pourrait arriver si une fois les partis s'organisent mieux, si les institutions s'organisent mieux. Alors, je pense qu'il faut aussi séparer les choses par rapport à ce que vous venez de dire. Quand vous dites que les États sont en train d'aller vers une sorte d'expérimentation liée à leur propre réalité culturelle, je dirais non. Je dirais partir sur cette base, c'est partir du mauvais pied. D'accord. Je pense qu'on peut
continuer à rester en démocratie en renforçant les institutions et surtout en épousant les réalités historiques et culturelles et surtout en les adaptant à notre démocratie. Et ça peut fonctionner. Mais est-ce que ça a jamais été pensé? Est-ce que ça a été jamais réfléchi? Je ne le pense pas. Je pense qu'on veut toujours adapter le modèle occidental d'une façon ou d'une autre à nos réalités. Et ça ne fonctionne forcément Bon, pas. ça, c'est peut-être pour le cas togolais, mais les cas des régimes des États du Sahel, ça doit être bien loin de ça. Alors, est-ce que c'est forcément bien loin? Je pense que le retour de l'autoritarisme, le retour du militaire, de cette figure qui prend beaucoup de la place au sein des médias, au sein du débat politique, c'est un retour en arrière. Parce que je parlais du régime du parti unique. Bien sûr. Ça doit vous rappeler quelque chose. Dans les années 70, il y avait le marxisme-léninisme, il y avait peut-être Thomas Sankara, mais un Thomas Sankara qui, on ne doit pas l'oublier, était un socialiste ou même proche d'un régime communiste. Donc, l'hyper-personnalisation, à différents degrés, on peut faire la nuance parce que Thomas Sankara prônait les valeurs, je vais dire, nationales, oui. Prônait vraiment une culture également nationale et voulait faire une sorte de rupture avec enfin le monde occidental dans son ensemble. L'ancien colon. Mais ça n'a pas marché aussi, hein, il faut le dire. Il y a certes eu des réformes, il y a certes eu des avancées, mais le Burkina ou la Haute-Volta de Thomas Sankara avait compris qu'il fallait composer avec les autres pour que ça fonctionne. On n'amorce pas un développement tout seul. C'est vrai qu'il faut se concentrer sur soi à un moment, mais si on veut pouvoir impacter dans le long terme, il faut aussi composer avec les autres. Pourquoi Thomas Sankara n'a pas rompu avec l'ONU à l'époque? Pourquoi il n'a pas quitté l'ONU? Pourquoi il n'a pas unilatéralement quitté le pacte qu'il y avait avec ces institutions de Bretton Woods de façon radicale? Non, je pense que il faudrait repenser la chose. Ce n'est pas en revenant en arrière, en se disant oui, il faut épouser forcément le modèle de Thomas Sankara qu'on va aboutir à un développement. Non, je pense qu'il faut beaucoup plus écouter les citoyens. Il faut beaucoup plus écouter les autres forces qui ne sont pas que politiques. Aujourd'hui, tout est ancré autour du politique. Il n'y a pas que les forces politiques qui existent. Il y a aussi les mouvements que j'estime civiques, qui aussi doivent avoir de la voix en réalité. Et je pense que c'est en le faisant qu'on va plus trouver des solutions pérennes face à tous ces problèmes auxquels on fait face depuis plusieurs années. Alors, la démocratie en Afrique subsaharienne, en tout cas la vague qui est passée en 90, est complètement en crise. Et justement, c'est vrai que je vous envoie dans une vision futuriste plus ou moins. Pensez-vous qu'ils iront loin, ces nouveaux régimes? Alors ça dépend de plusieurs paramètres. Déjà, au niveau de la stabilité, il faudrait qu'ils réussissent à se maintenir pendant le temps qu'ils estiment pouvoir se maintenir pour faire le travail. Et cette stabilité dépend de paramètres qu'on peut négliger, hein, mais je pense que ça viendra forcément de là. S'ils arrivent véritablement à mettre les barrières, les garde-fous, ils peuvent ils peuvent avoir le temps de dérouler leur programme. Mais la question est de savoir, moi je me pose la question, est-ce qu'il y avait un programme avant qu'ils arrivent? Est-ce que l'objectif à la base n'était pas simplement de renverser un pouvoir, de mettre en place une transition et ensuite d'organiser des élections? C'était ça le principe initial. Ensuite, ça a changé, ça a évolué au nom de cette question de souveraineté, au nom de cette implication de cette main étrangère et extérieure que j'évoquais au tout début, et au nom aussi de cet outil que tout le monde a aujourd'hui. Internet a fait en sorte que tout le monde a accès à l'information au même moment, et ça, c'est ce qu'il n'y avait pas il y a quelques 20, 30, 40 ans. Il n'y avait pas Internet. Et Internet a fait bouger beaucoup de lignes. Bien sûr. Pour que ces régimes autoritaires, pour que ça puisse fonctionner, il faut répondre aux besoins qui sont là. Quels sont les besoins? Premièrement, régler la question de l'insécurité générale.
avec la crise du terrorisme. Mm. Tant que ce problème n'est pas réglé, je pense que les régimes, qu'ils soient autoritaires ou non, vont souffrir de critiques en réalité. Et je le dis parce que les citoyens ne vont pas longtemps accepter que cette crise sécuritaire s'étende aussi longtemps. Parce que l'État est là pour quoi? Pour assurer en réalité la protection des citoyens. L'État ne peut pas être présent, même si cet État est représenté par une figure autoritaire, ne peut pas continuer à exister, ne peut pas continuer à avoir de la légitimité tant que ces problèmes ne sont pas résolus. Alors, il y a du mieux parce que il y a quelques années, certains États de l'Afrique subsaharienne n'avaient pas la possibilité d'établir des partenariats militaires ou stratégiques avec d'autres États sans l'autorisation. Et c'est ce qui est d'ailleurs inquiétant ou même ce qui interroge en réalité par rapport à la nature des relations, des partenariats que les États de l'Afrique subsaharienne avaient avec l'ancien colonisateur. Et cet ancien colonisateur avait la même mise sur le choix des partenaires et décidait même s'il pouvait ou non avoir du matériel armé. Et c'est problématique parce qu'aujourd'hui, avec cette question sécuritaire, les États ont besoin de renforcer leur armée au niveau de la formation, au niveau de la capacité et également au niveau du matériel lui-même. Et ce paradigme est en train d'évoluer parce qu'avec le Mali, le Burkina, le Niger, il y a possibilité pour eux d'avoir des partenariats avec des acteurs comme la Russie, comme la Turquie, comme l'Iran, pour se renforcer au niveau de l'armée. La guerre avec le terrorisme, ce n'est pas qu'une guerre militaire, mais c'est une guerre de la stratégie, c'est une guerre de l'information, c'est une guerre du renseignement et c'est aussi une guerre sociale. Donc, il va falloir remporter ces multitudes de guerres pour se dire qu'on peut remporter la guerre contre le terrorisme. Et je le dis aussi, c'est que gagner cette bataille contre le terrorisme, c'est aussi réussir à mettre en place une stratégie commune avec les autres États. Parce qu'on pense que c'est le problème des autres, mais c'est le problème à tous en réalité. Dès qu'il y a une déflagration au Sahel, c'est qu'il y a de fortes chances que exactement, que ça vienne vers les États du Golfe de Guinée. Donc c'est véritablement se mettre ensemble avec les États du Golfe de Guinée qui peut procurer une satisfaction au niveau sécuritaire à ce niveau. La deuxième chose, c'est au niveau de la question de l'insécurité alimentaire. Je pense que les États de 60 à 2020 n'en ont pas vraiment fait une priorité. Faire de l'insécurité alimentaire une priorité voudrait dire en réalité réussir à avoir une autonomie alimentaire. C'est le premier nerf de la guerre en réalité. Si vous avez l'autonomisation alimentaire basée sur une politique verte, une politique de l'agriculture sur une forte échelle, eh bien, vous allez régler le problème à moitié en réalité. Parce que si les populations, si les citoyens ont cette possibilité de ne pas dépendre de l'extérieur, du commerce extérieur, des importations, eh bien, c'est une marge incroyable que vous leur offrez de pouvoir s'imposer et de pouvoir atteindre ces stabilités sociales recherchées depuis plusieurs années. Et malheureusement, les dirigeants n'en ont pas fait une priorité. Est-ce que cela va changer avec ces régimes autoritaires? Laissons le temps, enfin, laissons-leur le temps pour pouvoir constater ce qui sera fait ou non. Mais pour moi, qu'il y ait un régime autoritaire ou non, il est important que ces questions liées à l'insécurité alimentaire puissent être réglées. Et enfin, la question de la bonne gouvernance aussi reste posée. Quand j'évoquais tout à l'heure la corruption, le népotisme et autres, tout ça, c'est sous l'égide en réalité d'une bonne gouvernance. S'il y a une bonne gouvernance, s'il y a des institutions qui sont renforcées, parce qu'il n'y a pas de bonne gouvernance sans institutions fortes. Donc, c'est en renforçant les institutions qu'on peut se dire qu'on peut avoir une bonne gouvernance. Et tout ceci est lié intimement. Donc, tant que ceci n'est pas fait, eh bien, ces régimes autoritaires vont souffrir de critiques et même qui le sait, dans les années à venir,
d'un basculement qui peut arriver à tout moment. Quand on observe un peu tout ce tableau, on peut dire que de tous les pays qui sont partis avec la démocratie, il reste presque que le Bénin qui a commencé d'ailleurs dans ce système. Apparemment, le Bénin essaie tant bien que mal dans ce système de résister. Donc, est-ce qu'on peut pas dire que c'était pas si compliqué que ça? Le Bénin a certes fait un choix fort dans les années 90 d'aller vers un régime démocratique qui consacrait un chef de l'État qui est élu hein, sur la base d'un suffrage universel direct. Bon, ça ne s'est pas, en tout cas pour l'instant, ça ne s'est pas arrêté, mais le Bénin a aussi évolué parce qu'il faut rappeler une chose importante. Quand des choses se passent dans le monde, il faut parfois s'adapter au risque de disparaître, comme le disait Darwin. Donc, à ce niveau, depuis 10 ans, on peut constater que le Bénin de 2016 n'est plus le Bénin de 90. Hein, on doit être certain là-dessus. Les institutions ont-ils été renforcées? Oui, à un certain niveau, les institutions ont été renforcées parce que c'est en renforçant les institutions qu'on pérennise en réalité la démocratie, qu'on pérennise l'organisation des élections. Et je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas grand doute. Mais, comme je le disais au début, nul n'est à l'abri. Parce que, est-ce que le Bénin a vidé la question de l'insécurité alimentaire? Est-ce que le Bénin a vidé la question de l'insécurité liée au terrorisme? Vous l'avez dit, ça reste des chantiers permanents. C'est des chantiers permanents et il ne faudrait pas se réveiller que maintenant. C'est des chantiers sur lesquels il fallait travailler depuis longtemps. Autant se concentrer sur le renforcement des infrastructures ou des institutions, autant il fallait se concentrer sur la question de l'insécurité alimentaire, sur la question de l'insécurité à nos frontières, parce qu'on sait que les frontières en Afrique sont des héritages de la colonisation, en quelque sorte, comme je le disais, sont l'héritage de cet État importé. Est-ce qu'on a suffisamment mis de moyens pour qu'au bord des frontières, il y ait une sorte de structuration digne de ce nom qui permette le contrôle des entrées et des sorties? Telle est la question. Est-ce qu'on a suffisamment mis les moyens en place pour qu'il y ait des universités, pour qu'il y ait accès à l'éducation, pour qu'on ne se dise plus c'est qu'au sud qu'il y a absolument tout? Non. Je pense que c'est les mêmes questions qui sont posées. Bon, il n'y a pas tout au sud. En termes d'université, par exemple, publique, il n'y en a pas énormément au Bénin dans son ensemble. Mais je peux dire que le Bénin a réussi son pari parce que il y a eu des hommes à un certain moment de l'histoire qui ont fait des sacrifices. On ne le dit pas assez, mais il a fallu que Mathieu Kékou ne fasse pas une révision de la Constitution, que Boni Yayi vienne déjà, et il a fallu qu'un certain Maître Adrien Oumbédi, sur lequel on tire peut-être aujourd'hui égard à l'actualité politique, à boulet rouge, il a fallu qu'il y ait une sorte de résilience à un moment de l'histoire, sinon à plusieurs moments de l'histoire, pour qu'on puisse continuer à avoir cette paix. On ne le dit pas suffisamment, mais l'échec en politique n'est pas en réalité un échec. C'est surtout une leçon et la mise en place d'une école politique et d'idées. Donc, je trouve qu'à un certain moment, le Bénin a failli basculer, mais grâce au travail formidable des hommes de l'époque, grâce à la résilience également de certains hommes et aussi grâce à la volonté des institutions et des citoyens, on n'est jamais arrivé là. Donc, je peux dire, c'est grâce au travail formidable de tous que cet héritage de 90 a réussi à traverser le temps, même si le Bénin politique, surtout de 2000, des années 2000, n'est plus le Bénin des années 90. Mais le travail reste entier pour ne pas tomber dans cette dérive autoritaire. On peut aussi dire, hein, au Bénin, on a un chef de l'État, grâce à notre constitution, qui est un chef d'État qui est fort, mais en même temps, on a des appareils de contrôle qui existent. On a un pouvoir législatif, on a un pouvoir judiciaire qui sont censés être autonomes. Alors, est-ce le
toujours le cas aujourd'hui, c'est toujours discutable ce genre de questions, parce qu'au fil de temps, au fil de l'évolution, au fil des réalités aussi, il faut parfois s'adapter pour pouvoir répondre aux questions auxquelles on se pose. Le Bénin qui reste toujours dans sa démocratie avec des voisins qui essaient complètement autre chose. Pensez-vous que les relations avec ses voisins pourraient être différentes avec la nature de ces changements de système? Je pense que ce qui se passe ailleurs influence considérablement ce qui se passe à l'intérieur. Remarquez, hein, tout est parti du Mali, ensuite le Burkina Burkina Faso, Faso, le le Niger, Niger, le le Gabon Gabon, aussi. le Togo aujourd'hui, même si on peut le dire, le Sénégal aussi est passé par là, et tout ceci dans un contexte d'affirmation de soi, de souveraineté. Euh, le Tchad est passé également par là en remettant en question les bases militaires étrangères qui étaient sur son territoire. Donc, je pense que ce qui se passe ailleurs a toujours une influence sur ce qui se passe chez soi. Le plus important est d'en tirer les bonnes leçons et surtout d'en tirer le positif pour ne pas tomber dans les mêmes vides aujourd'hui. Et je trouve que c'est le travail excellent que fait le gouvernement aujourd'hui. Le gouvernement n'est pas tout à fait silencieux par rapport à ce qui se passe dehors. Je pense que le gouvernement analyse au Bénin ce qui se passe. Le pouvoir législatif aussi essaie de s'adapter par rapport à ce qui se passe dehors pour que justement on ne tombe pas dans ce genre de dérive autoritaire qui mettent complètement de côté le pouvoir du peuple. Alors pour ces États qui essaient autre chose pour leur suivi peut-être et face donc à ces dynamiques, Monsieur Abdoulaye, selon vous, quelles pourraient être ces stratégies à mettre en œuvre pour essayer de revitaliser ces espoirs démocratiques des années 90? Je pense qu'il faut remettre le débat politique déjà en marche. Je pense que on ne peut pas vivre sans un débat, sans la présence du débat. Alors la présence du débat ne veut pas dire présence forcément de contradiction. Le débat permet de multiplier les opinions, de multiplier les idées. On doit pouvoir accepter la présence du débat politique et au sein des médias, et au sein de l'arène politique, et au sein de l'hémicycle, et partout en réalité. Tant qu'on restreint le droit du débat, c'est qu'on est en train d'ouvrir la boîte de Pandore d'une certaine façon. Et la deuxième chose, c'est il faudrait véritablement respecter les textes parce qu'on a, au fond, tous des lois fondamentales dans ces États de l'Afrique subsaharienne. Les lois fondamentales sont faites pour être respectées. On ne peut pas marcher, on ne peut pas en faire des serpillères. Et à partir du moment où on ne considère plus l'essence même d'une loi fondamentale, c'est que le danger n'est pas loin en réalité. Donc, il faudrait mettre en place des mécanismes qui puissent divulguer au mieux et à tout le monde d'ailleurs l'essence même de nos lois fondamentales. Et ça, c'est très important. Et la dernière chose, je trouve que les gouvernements doivent faire un travail à ce niveau pour que les institutions soient véritablement renforcées. Je disais tantôt que c'est parce qu'il y a eu des hommes forts au Bénin qu'à un certain moment de l'histoire, on a réussi à ne pas tomber dans le pire. Mais je trouve que le caractère le plus marquant ici, c'est surtout de renforcer les institutions. Si nous avons des institutions fortes, si nous avons des médias indépendants, complètement indépendants, ne dépendant d'aucun système, ne dépendant d'aucun gouvernement, et qui sont capables de faire leurs propres analyses, leurs propres conclusions, c'est que on a une sorte de capacité renforcée à ce niveau. Et c'est pareil quand il s'agit du débat politique. Si nous avons des institutions fortes, des partis politiques très forts, c'est que le débat ne va plus souffrir de contradictions, de contestations. Et je pense que c'est le véritable défi à faire aujourd'hui. Il faudrait renforcer les institutions. Il ne faudrait plus voir forcément si une institution ou un pouvoir
enfin, si un pouvoir n'est pas dans notre ligne directrice, qu'il faut en faire un ennemi. Non, je pense que, Enfin, un adversaire. exactement, je pense que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faudrait voir même dans la contestation le début d'une révolution, le début enfin, d'un idéal politique qu'on peut instaurer et qu'on peut même copier hein, pour faire quelque chose de meilleur. Alors, en conclusion, Monsieur Abdoulaye, euh, je vais vous poser la question parce qu'il faudrait y répondre. Quel regard vous portez sur l'avenir de la démocratie en Afrique concrètement? Optimiste, pessimiste, nuancé? Je trouve que je ne change pas d'avis, la démocratie est menacée, que ce soit en Afrique ou dans le monde. Le retour du nationalisme, ou surtout de ce discours du rejet de l'autre, nous ramène dans les années 30, 45, et nous ramène même dans un contexte de guerre froide, parce qu'on dit souvent guerre froide, mais la guerre froide a fait 36 millions de morts en réalité. Donc je pense que la crise de la démocratie, on va s'en sortir que si on se concentre sur nos acquis culturels, sur nos acquis historiques, et que si on fait ce travail de tous pour tous. Et ça, c'est le premier pas. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas mettre de côté la loi fondamentale. La loi fondamentale doit être ce parchemin qui nous éclaire. Même s'il y a des moments donnés, il faut retoiletter la loi fondamentale parce que les époques évoluent, parce que la géopolitique évolue, il faudrait parfois l'adapter à cette réalité, à cette évolution. Mais on ne doit pas en faire une serpillière. Il faut toujours faire de la loi fondamentale ce parchemin qui puisse nous orienter et nous guider en réalité. Et enfin, il ne faut pas mettre de côté ces multiples questions liées à l'insécurité alimentaire, liées à la corruption, à la bonne gouvernance, à la sécurité dans son ensemble. Parce que aujourd'hui, fermer les yeux sur ces questions, c'est ouvrir la boîte de Pandore, comme je le disais. C'est laisser libre cours au retour de l'autoritarisme ou de la figure militaire comme étant le seul sauveur. Parce que qu'est-ce qui change en réalité? C'est que le militaire, une fois parvenu au pouvoir, va toujours faire en sorte de pérenniser son pouvoir, va toujours faire en sorte de dominer. Et pour dominer, il faut faire taire les hommes politiques, il faut faire taire les voix dissonantes et discordantes. Et il faut parfois mettre à terre la démocratie, ce qui s'observe dans ces États. Alors, disons-nous aussi les bonnes choses, nous posons-nous les bonnes questions. Est-ce que la démocratie conditionne forcément le développement? C'est la bonne question qu'il faut se poser aujourd'hui. Parce que quand je vois la Chine, quand je vois le Vietnam, quand je vois certains États dragons de l'Asie, ils n'ont pas forcément adhéré à la démocratie héritée de l'Occident. Ils ont soit fabriqué leur propre modèle de démocratie, soit ils ont fabriqué carrément leur propre modèle, simplement. Parce que il n'y a pas de type en matière de démocratie, il n'y a pas un modèle type. Il n'y a pas un modèle type. Et même quand on parle du communisme, le communisme chinois n'était pas le communisme de l'URSS, c'était pas le communisme stalinien. Donc, ils ont adapté leur réalité culturelle à leur communisme. Et aujourd'hui, ça a eu le résultat qu'on observe. Mais bien sûr, en essayant aussi parfois de copier le bon modèle du côté occidental quand il s'agit d'économie, de diplomatie, parce que quand on évoque Deng Xiaoping, c'est celui qui a apporté cette touche originale à l'économie chinoise quand ils étaient en train de se renfermer sur eux-mêmes au niveau politique. Et il y a eu un excellent ministre des Affaires étrangères, Zhou Enlai, qui a également apporté une dynamique positive de cette diplomatie chinoise qu'il a calqué sur le modèle historique des anciennes dynasties qui existaient. Donc, je pense que si on veut copier le bon modèle, on peut toujours copier le bon modèle, mais on n'est pas obligé de tout copier. On peut adapter la copie de ce bon modèle, l'adapter à notre réalité culturelle, l'adapter à notre réalité historique et l'adapter simplement à ce qu'aspirent les peuples. À quoi aspirent les peuples? C'est de pouvoir véritablement vivre de façon autonome, d'atteindre ce niveau d'autonomie alimentaire et de pouvoir être aussi
je vais dire compétitif Mhm. vis-à-vis de ce monde qui évolue à grande vitesse. Tant D'accord. qu'on prend ces questions Mm. comme des priorités, je trouve qu'il y aura du mieux. Et puisqu'on partage pratiquement ou presque les mêmes cultures, les mêmes peuples, pensez-vous qu'il pourrait être envisageable un système de gouvernance régionale, sous-régionale? Alors, je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'on est parti du mauvais pied. Et c'est ce que dénonçait en réalité le grand Kwame Nkrumah. On est parti du mauvais pied parce qu'on a accepté ce modèle d'indépendance. On a accepté cette indépendance qu'on nous a octroyée de cette façon. Et aujourd'hui, parti sur le modèle des États-Unis d'Afrique ou d'une sorte d'États-Unis sous-régional, Mm. ça risque d'être compliqué parce que on a tellement assimilé l'idée que le Béninois, il est béninois et il ne peut qu'être chef du Bénin ou chef de la République d'un État qui s'appellera le Bénin, alors que dans le fond, le Bénin dans son ensemble géographique, c'est une invention utopique. C'est une invention fabriquée sur cette carte du Congrès de Vienne pour voilà dessiner certaines choses qu'on n'assimile pas forcément. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire un retour en arrière. On ne Mhm. peut plus contester ce Bénin qu'on a hérité, ces 114 000 kilomètres carrés, il me semble. Je conçus bien. On ne peut plus contester cette géographie et ça va être encore plus difficile d'accepter que ce soit, je donne un exemple, qu'un Togolais qui soit le président d'une union ou d'une unité régionale ou d'un États-Unis Mm. régional. Ça va être très compliqué parce qu'on est parti du mauvais pied et aujourd'hui, c'est acquis, c'est Mm. la seule chose qui nous reste en réalité. En revanche, Oui. je pense qu'on peut aller vers des modèles de multilatéralisme régionaux plus Mhm. renforcés à l'idée de cette CEDEAO qui alors ça ne sera plus la CEDEAO, mais Mais, ça sera beaucoup plus une entité multilatérale qui a plus de pouvoir, qui a également la force et la décision mm. de la politique étrangère et extérieure et qui a une sorte de mainmise sur la politique financière et économique à Mm. l'intérieur. Je pense que ça, c'est encore possible, mais il faudrait véritablement y réfléchir. Il faudrait y réfléchir et trouver le canal adéquat pour faire en sorte que les autres États, les autres populations puissent y adhérer. Mm. Parce qu'on ne fédère pas un peuple seul. Il faudrait faire un travail collectif. Les États-Unis, ça a fonctionné parce qu'il y a eu ce travail collectif, mais il y a eu aussi l'effort de la guerre qui a contribué à Mhm. ce que d'autres États puissent se soumettre à d'autres. Mais on n'est plus dans cette configuration de Mm. pouvoir faire des guerres pour faire en sorte qu'il y ait une fédération. Je pense qu'il faudrait faire un travail constructif, Mm. peut-être économique d'abord, ensuite social et enfin politique. Politique. Allez, nous sommes en train d'égrener les dernières minutes de nos échanges, Monsieur Abdoulaye. Nous avons fait le tour de la question. On note que pour vous, la démocratie, elle est en crise et il faudrait lui pallier en initiant le débat et aussi en faisant des institutions fortes, pardon, avec des partis politiques également forts. Je vous laisse le temps de conclure nos échanges. Je pense que ce qu'on observe aujourd'hui en Afrique subsaharienne Mm. est un peu le reflet de ce qui se passe dans le monde. Le monde aujourd'hui est face à de multiples crises, la crise du nationalisme, et fait face même à des conflits ou du retour du conflit dans la bande de Gaza, ou du retour du conflit même au cœur de l'Europe, avec la crise entre l'Ukraine et la Russie qui a des impacts géopolitiques terribles sur le monde et même sur l'Afrique. Et eu égard à tout ça, certains États ont compris ou se sont dit qu'il fallait renforcer leur souveraineté pour faire face à ces multiples défis. Mais rappelons une chose, ce n'est pas en renforçant la souveraineté qu'on va répondre aux questions auxquelles on fait face depuis les années 60. Et ces questions n'ont pas changé. L'insécurité alimentaire, l'insécurité liée à l'éducation, l'insécurité sociale, l'insécurité globale liée à ce risque ou à cette déflagration de la crise du terrorisme. Et tant que ces questions ne sont pas répondues, Ouais. ça va ressembler, comme je le disais, à ce serpent qui se mord la queue. Et de l'autre côté, ce n'est pas en
en épousant la démocratie non plus, ou en changeant, ou en passant de la 4e à la 5e République, qu'on va répondre à ces questions. Non, je pense qu'il faut véritablement euh, oublier le fait que c'est la politique qui va régler tous les problèmes. Il faudrait commencer par penser que le paradigme de la politique comme étant la seule possibilité de sortie de crise, enfin, puisse être mis de côté, et qu'on puisse se dire que le social également peut contribuer au développement, à l'émergence. Et enfin, il faudrait penser véritablement à renforcer les institutions. C'est vrai qu'il faut des hommes forts avec des idées fortes à la tête de nos États, mais tant qu'il n'y a pas d'institutions renforcées, tant que les pouvoirs ou les instruments de contre-pouvoir, les institutions de contre-pouvoir ne sont pas renforcées, eh bien, on va à chaque fois avoir des hommes forts, mais des États fragiles qui, malheureusement, ouvrent la voie à ces États que j'appelle des États faillis. Merci beaucoup à vous, Monsieur Abdoulaye, Hamzat Abdoulaye. Vous êtes consultant politique et géopolitique spécialisé dans les relations internationales et la démocratie. Avec vous, nous nous sommes interrogés de ce qui reste des espoirs démocratiques de 90 en Afrique subsaharienne au vu de ces changements de régime dans la sous-région. C'était là vos analyses. Merci beaucoup pour ce temps accordé à nous et à nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, merci aussi à vous qui nous avez suivis depuis le début de ces échanges. Nous espérons que vous avez puisé l'essentiel de cet entretien. Beaucoup de choses ont été dites. Ce sont les analyses de notre invité. Toute l'équipe de préparation, de présentation et de production vous remercie d'être resté là jusqu'à cet instant. Un entretien que nous vous avons proposé depuis le studio Françoise Allier en ligne Le Mans. Nous vous donnons maintenant rendez-vous sur nos plateformes numériques pour suivre à nouveau ces échanges, surtout pour vous qui nous avez pris au vol. N'oubliez pas également de télécharger l'application eTélé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. eTélé avec vous, pour vous. Le programme se poursuit.